Merci Eva, et bonjour à tous. Donc je suis Nicolas Rouillère, ingénieur avant-vente chez Neo4j, et je vais vous parler aujourd'hui des graphes de connaissances et de comment ils permettent de transformer l'entreprise, à la fois ses métiers et ses activités. Les graphes de connaissances, on peut dire que ça a émergé depuis quelques années maintenant, notamment en 2012 avec le graphe de connaissances de Google, mais c'est qu'en 2019 qu'en est fait mention officiellement dans le Gartner comme une tendance clé. C'est aussi un service qui est intégré par Microsoft, comme dans Viva Topics ou SharePoint Syntex. Donc il faut se poser la question, pourquoi il y a un momentum pour les graphes de connaissances maintenant? Eh bien parce qu'il y a convergence de l'analytics, la data science, le machine learning, l'intelligence artificielle, et que toutes ces technologies ont besoin des graphes de connaissances. Et les graphes de connaissances peuvent améliorer chacune de ces technologies, les rendre en quelque sorte plus intelligentes et surtout bien plus prédictives. Donc on va voir comment les graphes de connaissances transforment les entreprises, aussi bien au niveau de la gestion des données, ce qu'on appelle le data management, que des calculs et des analyses, ce qu'on appelle le data analytics. Et on va aussi répondre à la question comment est-ce qu'on relie les graphes de connaissances et l'intelligence artificielle. Alors, j'espère qu'on voit bien quand les slides passent de l'un à l'autre. Donc, on est quelques petits chiffres pour commencer. Et, on a interrogé des CXO, donc CEO, CDO, CTO, CDAO, des execs qui pensent que les graphes de connaissances vont considérablement améliorer leurs résultats financiers. Et en particulier, leur permettre de casser les silos de données dans les entreprises, qui est le challenge le plus important révélé par ce sondage, et puis également améliorer tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning pour ouvrir de nouvelles sources de revenus. On a aussi 2/3 de nos clients qui ont mis en œuvre un graphe de connaissances. Et puis surtout, lorsqu'on utilise la bibliothèque Graph Data Science, eh bien chaque projet Neo4j Graph Data Science commence par un graphe de connaissances. Alors on a intégré ici quelques références internationales, et également ADO. On voit qu'il y a différents secteurs d'activité sur les graphes de connaissances. Et ADO, ça concerne la configuration de leur catalogue produit et le moteur de recommandation en ligne qui en découle. Plus généralement, pour une entreprise, connecter les informations sur les clients, les produits, les préférences, permet de tailler au mieux les services aux besoins du client. Alors c'est ce qu'on va développer, mais d'abord une petite définition, la définition par Neo4j du graphe de connaissances. Et cette définition, on va la détailler point par point. Donc un graphe de connaissances, c'est un ensemble de données interconnectées, enrichies sémantiquement, afin que nous puissions raisonner sur les données sous-jacentes et les utiliser en toute confiance pour prendre des décisions complexes. Alors, j'explique tout de suite les petites étoiles. Enrichi sémantiquement, ça veut dire qu'on donne du sens aux connexions entre les données. On donne une signification. Et puis, que nous puissions raisonner, nous, finalement, c'est à la fois les humains et les machines. Il faut que la connaissance qui est stockée dans le graphe puisse être compréhensible des humains, donc une connaissance explicite, et des machines, que les machines puissent apprendre à partir des informations stockées dans le graphe. Donc développons cette définition. Finalement, qu'est-ce qui constitue un graphe de connaissances? Bien d'abord des données, ensuite du graphe, et puis le graphe de connaissances va superposer plusieurs couches, à la fois les données connectées et puis le dictionnaire, la sémantique, l'ontologie. Donc point par point, les données de différents types, quelles qu'elles soient, structurées, non structurées, de l'audio, de la vidéo, du texte, des bases de données SQL, NoSQL, etc., etc., des fichiers CSV, JSON, XML. Donc tout type de données, mais qui sont stockées telles quelles de manière isolée. Il faut leur donner du sens en les connectant. J'aime bien ce terme de dire que la connexion vaut mieux que la collection. D'accord? Donc il faut connecter les données pour créer de la valeur. Et donc on va ajouter des relations entre finalement les points de données, et on va donner, ça va produire un premier niveau de contexte. Et comme on rajoute les données au fur et à mesure,
eh bien, ce contexte, il est dynamique. Il va bouger tout le temps et le graphe transactionnel va sans cesse être enrichi par des nouvelles connexions et une donnée va être enrichie avec des nouveaux voisins et son contexte local va être dynamiquement mis à jour. Finalement, en contraste, hein, si jamais je restais dans ce premier niveau de données, je peux très bien enregistrer mes données telles quelles, mais finalement, quand je vais requêter ces données, on va avoir les mêmes. Il ne va pas y avoir d'enrichissement, on ne va pas connaître les voisins. Donc, je peux enregistrer une donnée isolée, mais quand je requête ma base de données, j'ai toujours cette donnée isolée. Le troisième élément, c'est la sémantique. Finalement, c'est le second niveau de contexte. On va détailler un petit peu ce qu'on appelle un contexte dynamique profond. C'est-à-dire que c'est finalement l'étape où on obtient ce qu'on appelle un petit peu vulgairement la smart data. On rajoute de l'intelligence de telle sorte que les systèmes et les humains puissent la comprendre. On ajoute de la signification pour que la donnée devienne interprétable et compréhensible. Alors, on va définir un petit peu ce terme sémantique, voir ce qu'il y a derrière, pour comprendre ce qu'est un graphe de connaissances enrichi avec de la sémantique. Alors, qu'est-ce que la sémantique? Il faut retenir vraiment intuitivement le terme de signification. On va apporter de la signification. Et d'abord, c'est ce qui confère du contexte aux choses par du sens, une notion de signification. Alors, on a des terminologies un petit peu structurées. D'abord, tout ce qui est anneau de synonyme, on va avoir des termes qui sont synonymes d'autres, donc qui sont équivalents. Ça forme une forme de chaîne d'anneaux. On va avoir tout ce qui est taxonomie, c'est finalement un dictionnaire un petit peu hiérarchique des choses. Un thésaurus, on va aller un petit peu plus loin. Et puis, une ontologie, ça va être carrément le fait de relier les informations du dictionnaire par des relations typées. Donc, des relations d'équivalence, des relations d'héritage, et c'est tout ce qui a trait notamment au langage comme RDF, le format OWL. Ensuite, on a aussi des techniques comme la résolution d'entités. Donc, déterminer si différents enregistrements de données sont les mêmes. Il y a aussi la classification, donc comment classifier, rajouter des tags, des catégories. Donc ça, c'est un autre type de technique sémantique. Et puis, il y a tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Alors, machine learning, deep learning, traitement automatique des langues, et puis aussi compréhension du langage naturel, NLU, NLP. J'insiste un petit peu sur la partie intelligence artificielle. En fait, en termes de contexte et de graphe de connaissances, l'intelligence artificielle, c'est très très important pour compléter le graphe de connaissances. Parce qu'en fait, on va utiliser des techniques pour créer les entités manquantes ou les liens manquants. Et voilà, on va avoir une complétion du graphe de connaissances. Et on utilise pour ça notamment la résolution d'entités ou ce qu'on appelle les graph embeddings, donc des vectorisations de graphes, pour essayer de trouver des similarités entre informations. Alors, finalement, si je rentre dans le spectre des données, on peut se dire qu'on a deux groupes de cas d'usage, ce qui est gestion des données, data management, et puis analyse des données, data analytics. Dans ces deux groupes, on va avoir des cas d'usage business et des cas d'usage technologiques. Et finalement, on distingue deux types de graphes de connaissances. Les graphes de connaissances qui servent à réaliser des actions. Donc, on appelle ça Actioning Knowledge Graph. Et finalement, c'est des cas d'usage où on va utiliser nos données connectées pour faire de la gouvernance de données, de la conformité, de la gestion de risque, etc. Et puis aussi tout ce qui est autour de
Customer 360, mais aussi patient 360, tout ce que vous voulez 360. Donc, créer de la connaissance. On va aller chercher des informations à partir des relations dans le graphe. Et puis, on a tout ce qui est décisionnel et même prédictif. Donc, tout ce qui va permettre, les graphes de connaissances qui vont permettre d'analyser, de faire du machine learning, de la data science. Et là, le but, c'est vraiment d'améliorer les décisions de l'entreprise. C'est aussi améliorer les prédictions et prescrire les actions optimales. Alors là, dans ce type de cas d'usage, évidemment, il y a l'analyse de churn, l'analyse de risque, et puis les chemins, les détections de communauté, l'identification des influenceurs, et puis même au niveau prédictif, prédiction de liens. Donc, est-ce qu'il y a des liens qui vont se produire entre les données, etc., etc. On verra un petit peu en quoi consiste cette data fabric qui permet de tirer parti au mieux des graphes de connaissances qui soient du domaine de l'action ou de la décision. Alors, si je simplifie un peu ça, on peut se dire aussi que ce spectre des données n'est pas un spectre discret, c'est un spectre continu. On commence par un cas d'usage dans un graphe de connaissances et puis on va se déplacer, c'est ce que symbolise un peu les flèches, on va se déplacer vers d'autres cas d'usage puisque le graphe de connaissances va permettre de rebondir d'un cas d'usage à un autre. Donc finalement, tout ce qui est agrégation, validation, gouvernance, exploration, avec la gestion d'identité, la généalogie de données, la gestion de risque, la fraude, l'identification de la fraude, on va pouvoir se déplacer vers tout ce qui est analyse orientée graphe et même machine learning orienté graphe. Si je vais prendre l'exemple de la fraude, vous montrer un peu ce spectre continu des données. En fait, l'identification de la fraude, ce serait plutôt dans cette partie data insight. C'est-à-dire que j'utilise les données connectées et je vais identifier qu'un client est connecté à un fraudeur d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est par des patterns locaux dans le graphe que je vais le repérer. Maintenant, je peux aussi utiliser des algorithmes de graphe, donc sur l'ensemble de mon graphe de connaissances. Et là, je vais faire plus seulement de l'identification de fraude, mais de la détection de fraude massive. Je vais détecter, par exemple, des patterns similaires. Mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle du feature engineering, donc l'ingénierie des caractéristiques, extraire des caractéristiques issues du graphe et utiliser ces caractéristiques pour entraîner des modèles de machine learning et qui vont être prédictifs de la fraude. Donc, je passe de l'identification de la fraude à la détection de fraude massive et à la prédiction de fraude. Donc, encore une fois, je me répète, ce n'est pas des cas d'usage qui sont discrets, mais des cas d'usage évolutifs dans le spectre continu des données. Alors, quels sont les composants logiciels qu'on va utiliser pour le graphe de connaissances? Finalement, il y en a 4. Il y a la base de données graphe Neo4j, base graphe native, performante, à l'échelle, disponible dans le cloud avec Aura. Et puis, cette base graphe, on va l'enrichir avec 3 composants. Premier composant en bas, c'est ce qu'on appelle le Neo4j Knowledge Graph Workbench, qui s'appelle aussi Cypher Workbench. C'est un outil de modélisation. On va l'utiliser pour créer le modèle graphe et ensuite ingérer les données conformément à ce modèle. Deuxième composant, la bibliothèque Neo4j Graph Data Science, GDS, qui intègre des algorithmes et des modèles. Donc, c'est vraiment le seul environnement où on peut intégrer à la fois des algorithmes et des modèles prédictifs sans quitter finalement Neo4j. Ce n'est pas un package Python qu'on doit apprendre et puis qu'on ne saura pas mettre en production. Donc, cette bibliothèque Graph Data Science, et c'est vraiment notre moteur de calcul et de prédiction. Et puis, Neo4j Bloom pour la visualisation et l'exploration du graphe de connaissances en langage quasi naturel, donc de façon intuitive.
Alors, ça, c'est un écosystème et qui n'est pas disruptif. Et je pense que c'est un des points majeurs. Alors, on va regarder un petit peu l'écosystème IT, je ne vais pas tout détailler, mais l'orchestration de données, donc tout ce qui est stockage, ingestion, le catalogue de données, et puis la consommation de cette donnée qui a été nettoyée dans un graphe de connaissances. Alors, je vais pas tout commenter, mais évidemment, ce qu'on appelle les data lakes, on va stocker un ensemble de données structurées et non structurées, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et on peut aussi stocker des ontologies au format RDF. Et finalement, le format RDF va être traité par Neo4j comme juste un autre type de données. C'est juste un autre type de données à ingérer. Et on a un plugin qui s'appelle Intense Neo Semantics qui permet d'intégrer ces ontologies dans le graphe Neo4j. Ce qu'il faut voir aussi, il y a une petite différence subtile peut-être, mais dans les ontologies, sujet, verbe, complément, enfin sujet, prédicat, objet, on ne peut pas nécessairement stocker des propriétés sur les prédicats, alors que dans un graphe de connaissances, on peut stocker des propriétés sur les nœuds et sur les relations. Donc Neo4j peut contenir des ontologies, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Alors si je continue un petit peu dans le spectre, pour ingérer des données, on va utiliser des ETL comme Apache Hop, on a un connecteur Spark, et puis des procédures et des fonctions APOC qui permettent d'intégrer tous ces formats de données et de se connecter à des bases existantes ou à des gisements big data. Donc, encore une fois, création d'un graphe de connaissances, mais pas par disruption de l'ensemble de votre écosystème IT. Après, en aval, eh bien, on a les cas d'usage avec ces deux catégories, data analytics, data management, et la partie action et décision. Donc, on va chercher à consommer cette donnée. Mais dans la couche du milieu, je reviens un petit peu sur la couche du milieu, le data catalogue, finalement, c'est là le plus important. Là où la donnée est organisée, enrichie, accédée. Et c'est là aussi qu'on rajoute la couche sémantique, comme par exemple les taxonomies ou les dictionnaires de produits ou les ontologies. On a des ontologies officielles de domaine métier, par exemple FIBO pour la finance, ou le graphe de Google pour tout ce qui est recherche en ligne et optimisation de moteurs. Maintenant, dans la couche de consommation des données, on voit que y a plusieurs façons de le faire. On peut brancher des outils décisionnels comme Tableau, Sisense, TIBCO, Looker, une cinquantaine d'outils de BI peuvent être connectés à Neo4j. On peut exposer une API au formalisme GraphQL. On recommande la grande stack GRAND pour développer des applications par-dessus Neo4j plus rapidement et de façon plus robuste. Et puis, on a aussi des outils d'auto-machine learning et des studios de data science comme Nine ou Dataiku. À ce sujet, vous pouvez regarder sur le blog de Dataiku. Le connecteur Dataiku Neo4j a été retravaillé et il y a un cas d'usage sur tout ce qui est découverte de médicaments qui est intéressant à compulser. Et puis, vous pouvez, si jamais vous utilisez Dataiku, profiter complètement de la connexion avec Neo4j pour alimenter un graphe de connaissances grâce à ce connecteur. Alors, maintenant qu'on a vu l'écosystème, on a ce challenge finalement de désiloter les données dans l'entreprise et de créer un réseau de données, une data fabrique. Alors, on va voir un petit peu finalement comment est-ce qu'on procède. Déjà, effectivement, on a ces données variées qu'on va connecter au fur et à mesure. En général, on ne recommande aucun Armageddon sur le sujet.
c'est pas quelque chose qui va se faire en une fois, mais peut-être commencer par une source de données, créer un premier graphe de connaissances, et puis au fur et à mesure, on va enrichir ce graphe avec d'autres sources de données, et on va donner de plus en plus de sens et de contexte, et on va pouvoir relier finalement tout l'IT de l'entreprise. Alors, avec tous les connecteurs Neo4j, encore une fois, on va pouvoir le faire de manière agile et sans disruption. Comment est-ce que finalement on pourrait définir la data fabric qui va connecter à la fois la partie hébergement, les sources de données différentes, l'intelligence contextuelle, les capacités contextuelles, alors tout ce qui est aussi sémantique, et puis tout ce qui est opérationnel, développement de cas d'usage. C'est vraiment ce qu'on appelle une data fabric. C'est une couche qui va supporter toutes les données d'une entreprise. Donc, comment elles sont gérées, comment elles sont décrites, comment elles sont combinées, connectées, et comment elles peuvent être universellement accessibles. Voilà, donc c'est une data fabric, finalement, c'est un ensemble de capacités. Et nous, on pense que les graphes de connaissances, c'est le backbone, c'est l'ossature de la data fabric. Les graphes de connaissances vont décrire les relations entre les différentes sources dans toute la fabrique et vont rajouter cette couche supplémentaire de contexte qui va fournir l'intelligence, qui va permettre d'orchestrer les données correctement, d'automatiser les procédés, d'automatiser les calculs. On pourrait faire l'analogie avec une industrie. Si vous prenez la canne à sucre, vous avez les données brutes, et puis vous avez différents process de transformation jusqu'à la valeur, à la quintessence, qui est le sucre ou le rhum, voilà, qui constitue la matière raffinée. Eh bien, il faut avoir une intelligence contextuelle pour améliorer les process dans l'extraction et dans le raffinage de la canne à sucre. On pourrait dire aussi, comme autre analogie, si je prends le réseau d'un opérateur télécom ou le réseau d'un data center, le graphe de connaissances, voilà, c'est le backbone, quoi. Alors, finalement, comment est-ce qu'on passe d'un data lake à une data fabric et non pas d'un data lake à un marécage, un data swamp? Encore une fois, connexion vaut mieux que collection. Donc, le but de la data fabric basée sur le graphe de connaissances, c'est de maximiser la valeur des données et d'accélérer la transformation digitale. Alors, cette transformation digitale, grâce au graphe de connaissances, qui utilise le contexte dynamique, finalement, on a vu un petit peu les deux premières étapes. Donc, les graphes de connaissances pour transformer la visibilité et l'automatisation. Donc, on a vu ce graphe de connaissances action. Ensuite, le graphe de connaissances décision pour transformer les prédictions. Et puis, on peut aller encore un peu plus loin. Comment est-ce qu'on devient un leader de l'innovation, et notamment en mettant en place un graphe de connaissances qui est un véritable jumeau numérique des procédés de l'entreprise. Donc, il faut qu'on puisse parler à la fois au gourou de la gouvernance, pour tout ce qui est gestion des données, aux champions de l'analytique, finalement, qui utilisent à fond les nouvelles technologies d'analyse de données, de machine learning, d'intelligence artificielle, et puis parler aux innovateurs de la transformation digitale qui ont besoin d'utiliser une data fabric pour créer des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Alors, moi, j'aime bien citer BASF. BASF, donc le géant de la chimie en Allemagne. Ils disent we don't make a lot of the products you buy, we make a lot of the products you buy better. En gros, on ne fait pas beaucoup de produits que vous achetez. C'est pas nous, on est en dessous, on est sur les matières premières. Et par contre, on rend une grande partie des produits que vous achetez meilleurs. Et donc, il y a une analogie avec les graphes de connaissances qui rendent les technologies meilleures et qui rendent vos produits meilleurs. Les bénéfices attendus, on peut parler du mot à plat, les hiérarchies à plat. Aujourd'hui, dans les entreprises, on parle d'agilité, de collaboration cross-organisationnelle, mais on gère les données comme il y a 30 ans.
Donc ça, c'est pas possible. Il faut que la technologie soit au service des technologies, des méthodes agiles. On pourrait parler aussi d'IT à plat, puisque l'IT est encheminé aujourd'hui. Eh bien, on va le remettre à plat, on va réconcilier les silos et sans perturber l'IT existant. Et ensuite, les résultats sont à plat aussi, compréhensibles aux humains et aux machines. On est sur une boîte blanche explicable et non pas sur une boîte noire. Je vais passer maintenant un petit peu au cas d'usage et à la démonstration. Je vois que je suis un peu en retard, donc je vais accélérer un petit peu. Une autre manière de distinguer les cas d'usage, on peut dire qu'on a des cas d'usage autour de la gestion des connaissances, des moteurs de recommandation, et puis de l'enrichissement de tout ce qui est intelligence artificielle par de la sémantique, par le graphe de connaissances, ce qu'on appelle souvent le machine teaching. Alors, je vais citer quelques cas d'usage, peut-être pas tous, et puis faire une petite démo et répondre aux questions. Donc, Gaëtan Belbéoc, côté ADO, dit que finalement, ils ont réalisé un graphe de connaissances qui unifie toutes leurs connaissances des produits. Et pour améliorer leurs recommandations au grand public, leur moteur de recherche et tout ce qui est merchandising. Je vais développer plus d'autres cas d'usage. Alors, autour de Meredith Corp, là, il s'agissait d'identifier des profils anonymes. Le challenge, c'est avec la perte de tout ce qui est transmission des cookies d'un site à l'autre, on est un peu aveugle. Il est difficile de faire des recommandations à des utilisateurs qui sont des anonymes. Donc, il s'agit d'identifier ces profils anonymes et en fait, on va connecter les cookies du site et des sites tiers en utilisant des algorithmes de graphes pour créer des profils uniques. Le résultat, c'est 14 milliards d'enregistrements anonymes qui ont été convertis en 163 millions de profils utilisateurs uniques. Et ces profils utilisateurs ont permis une augmentation de 612% du trafic web. Autre cas d'usage, ATPCO, alors c'est une société qui est en fait une joint venture pour toutes les compagnies aériennes, d'accord, et qui fait du calcul de prix et de la recherche orientée graphe. Donc c'est vraiment toute la modélisation de variables très complexes d'itinéraires, de billetterie. Et alors une donnée intéressante, hein, il y a 100 milliards de possibilités de prix à un moment donné. 100 milliards. Donc la solution pour ATPCO, c'est d'utiliser Neo4j pour analyser les tarifs des compagnies aériennes au travers de l'écosystème mondial. Et en fait, le moteur de tarification basé sur Neo4j et un graphe de connaissance des compagnies aériennes. Il est maintenant au cœur de 5 services ATPCO proposés aux compagnies aériennes. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un programme d'incubation de l'entreprise et que ces données du graphe de connaissance sont exposées et naturellement utiles aux startups. Autre exemple de graphe de connaissance, la gestion de la logistique dans l'armée américaine, où dans le contexte, il s'agissait de rationaliser les déploiements et finalement de sauver des vies en améliorant la préparation des opérations et des équipements. Ce qu'il a fallu réaliser, finalement, c'est des millions de connexions entre les différentes nomenclatures. Il fallait moderniser tout ce processus d'approvisionnement, calculer les coûts, faire des analyses what if et si je change tel matériel, alors qu'est-ce que ça me donne en termes de planification de mission et de déploiement. Et en fait, dans les systèmes actuels, on avait 60 heures de travail manuel pour calculer les changements. Donc là, on est à 88% de réduction de délai d'estimation des coûts, et puis énormément d'améliorations, et surtout un TCO sur les équipements qui est beaucoup plus prévisible. Bon, Caterpillar, je vais changer parce que je vais passer parce que je suis un peu en retard, mais le cas d'usage est connu sur notre site et c'est vraiment l'idée d'avoir connecté 27 millions de documents de garantie de demande de maintenance et de pouvoir faire de la prédiction de maintenance prédictive.
je m'attarde un petit peu sur Boston Scientific, qui fabrique du matériel médical. Et l'idée, c'est la difficulté d'identifier des composants défectueux. Ils ont utilisé donc un graphe de connaissances Neo4j pour modéliser et analyser leurs produits complexes et leur cycle de fabrication et pouvoir remonter en arrière, donc root cause analysis, déterminer rapidement les causes profondes des problèmes avec des temps de réponse réduits de 2 minutes à quelques secondes. Et un use case sympa, finalement, c'est l'anti-recommandation. J'utilise des algorithmes de graphes pour identifier les mauvaises combinaisons de composants, les choses qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà. Et puis peut-être un dernier cas, c'est un peu d'actualité avec le canal de Suez qui a été bouché pendant quelques jours et qui a bien saturé la logistique mondiale. Mais voilà, Orbitanie, donc eux, ils sont vraiment là-dedans dans la planification et l'optimisation des itinéraires maritimes, avec 9 milliards d'euros de marché de transport de conteneurs, mais des itinéraires mal planifiés, ça aboutit à de la perte de temps, d'argent, de ressources. Donc on utilise la graph data science. Donc on réalise un graphe de connaissances avec les itinéraires marins possibles. Et puis ensuite, on utilise les algorithmes de recherche de chemin, donc pathfinding de la bibliothèque GDS, pour planifier les routes maritimes en fonction de différents paramètres, distance, coût, logique interne, etc. Et ce qui est sympa aussi, c'est que les résultats sont là, moins d'une seconde pour planifier les routes maritimes complexes. Et aussi, on est maintenant avec un graphe de connaissances qui est au cœur de la plateforme Analytics SaaS d'Orbitanie. Et donc, ça permet d'augmenter leur productivité. Dernier cas d'usage, la NASA. Alors, ce qui est sympathique, c'est pour vraiment vous montrer ce spectre continu sur les données. En fait, David Meza, à la NASA, il a incorporé des centaines de millions de documents, de capitalisation sur des missions, de recherche scientifique, voilà, dans un graphe de connaissances. Et finalement, grâce à ce graphe de connaissances, ils ont accéléré leur mission vers Mars. En fait, ils ont sauvé un an de travaux et 2 millions de dollars en recherche et développement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, David Meza? Il est allé à une autre partie du spectre du graphe de connaissances. Maintenant, il s'intéresse à tout ce qui est talent management, gestion des compétences. Il se dit comment je vais pouvoir trouver les bonnes personnes pour que NASA avance alors que le secteur privé fonce sur l'espace. Donc, il a utilisé l'ontologie publique, ESCO, sur toutes qui recense des milliers de compétences et qui les lie entre elles. Et il a essayé comme ça de trouver des personnes avec une connaissance particulière. Donc voilà, c'est dans la prise de décision, le graphe de connaissances chez la NASA a permis d'accélérer la mission vers Mars, mais aussi maintenant de faire des recrutements adéquats pour faire avancer leur projet. Alors, en termes de méthodologie, et je m'arrêterai là pour les slides, finalement, comment est-ce qu'on fait un graphe de connaissances? La première chose, c'est qu'on va se dire comment on veut innover, comment on veut... donc, c'est une phase d'idéation. On va identifier les cas d'usage pour connecter nos données clients, nos données catalogue produits et services, nos compétences internes, nos données, notre gestion des données, notre conformité, data management. Voilà. On va explorer ce spectre pour connecter tout ça, créer un graphe de connaissances, un premier graphe de connaissances qu'on va enrichir au fur et à mesure. Ça, on a des formules pour ça autour des Innovation Labs chez Neo4j. En 3 jours et demi, on a un ou plusieurs cas d'usage end-to-end qui vous permettent de démarrer des projets et un premier graphe de connaissances. Ensuite, on va essayer de décrire nos données, les cataloguer dans une taxonomie, une ontologie et créer un modèle graphe. Donc ça, c'est la 3e étape. Établir les liens entre les données, capitaliser dans un graphe de connaissances et puis superposer
la partie sémantique pour donner du sens. Et ensuite, on va peupler le graphe et l'utiliser, et donc mettre à disposition ce pool de connaissances du graphe de connaissances, et puis l'exposer vers d'autres services, créer des applications basées sur ces données connectées. Alors, notre exemple et une petite démo avant de répondre aux questions. Donc, le Covid Graph, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le graphe de connaissances sur le Covid-19. Il a été fondé début 2020, complètement donc but non lucratif. C'est des chercheurs, des développeurs logiciels, des data scientists, professionnels de santé qui se sont dit ça va être quoi le problème commun des chercheurs sur le Covid. Ça va être je discute avec un chercheur. Ah, tu as vu telle publication scientifique? Non, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle t'a révélé dedans? Ah bien, il y a ça qui est intéressant. Ah, il y a ce gène qui est cité comme pouvant influer sur le Covid, etc. Ah oui, mais tu savais que dans telle publication, il y avait aussi ça, etc. Et donc ça se fait manuellement, enfin, de façon opportuniste, par le réseau de chercheurs. Mais en fait, il y a plus de 130 000 publications sur le Covid, rien que sur le Covid. Et donc, on est vraiment dans l'aiguille, dans la botte de foin. Donc, ce Covid Graph, ce graphe de connaissance du Covid, il vise vraiment à aider les chercheurs à établir les liens. Et ça va établir des liens entre publications scientifiques, brevets, protéines, gènes, données moléculaires, etc. Donc, c'est intégré dans l'initiative Health-Eco. Et aujourd'hui, ce graphe, il a 36 millions de nœuds, 60 millions de relations et 100 millions de propriétés. Donc, il est assez conséquent. Alors, on peut l'explorer de deux façons. Donc, le premier, c'est vous pouvez explorer directement là, avec cette URL live.yworks.com/covidgraph. Explorer les différentes catégories, d'accord? Et puis, alors, moi, je connais qu'un seul truc sur le Covid, mais c'est ce fameux gène ACE2 qui est un récepteur pour le Covid. Et donc, je peux charger ce gène. Et puis, après, je vais pouvoir aller explorer certaines publications scientifiques. Alors, je peux les classer par date de publication, mais voilà, je pourrais, si je prends les 3 premières, les 4 premières, je vais les charger, je vois le lien entre ces publications et ce gène, et puis je peux continuer mon exploration. Alors, je pourrais aussi me dire, je vais prendre 2 publications et j'aimerais bien voir s'il y a des gènes communs. Alors, voilà, vous voyez, il y a ACE2 et protéase. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante qui me permet, à partir de 2 nœuds, de voir, d'explorer quels sont les gènes en commun qui sont mentionnés. Voilà, vous voyez, ces publications scientifiques mentionnent toutes le gène ACE2. Et ça, c'est un problème de vocabulaire, ça a été enregistré sans doute en double avec majuscule, minuscule, et le gène protéase. Voilà, et puis on peut développer ensuite beaucoup plus de choses. Cette publication scientifique, donc je peux explorer complètement le texte, les gènes mentionnés, les auteurs, etc. Donc tout ça, c'est intégré dans le graphe, et puis je peux le révéler en allant chercher effectivement les auteurs. Je vais tous les sélectionner. Voilà. Donc j'ai les auteurs des publications scientifiques. Si je reviens sur un graphe un peu plus petit avec juste mon gène, et puis qu'est-ce que je pourrais rajouter? Par exemple, justement, que l'infection SARS-CoV-2 est reliée à ce gène. Finalement, je peux tout sélectionner ici, voilà. Puis je peux dire, montre-moi la requête Cypher. Voilà. Et puis cette requête Cypher, je vais pouvoir aller l'exécuter directement dans le graphe du Covid. Donc ça me donne effectivement, j'aurais mieux fait de ne pas cliquer, je vais le refaire.
Voilà. Donc, j'ai à la fois le gène et puis le procédé biologique, donc l'infection au Covid. Et puis, effectivement, je vais pouvoir explorer ce graphe qui est assez énorme, donc 36 millions de nœuds, 59, 60 millions de relations, et puis tout un tas de propriétés. Donc finalement, si là j'ai une relation entre ACE2 et, ce process biologique, donc si je voulais connecter ces informations, ben, finalement j'aurais donc ce gène avec son identifiant ACE2. Voilà. Et puis, je voudrais isoler aussi un pathway. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Neo4j, le langage Cypher qui permet de requêter tout ça, eh bien, la base, c'est d'écrire parenthèse ouvrante, parenthèse fermante pour dessiner un cercle, donc un nœud, tiret, tiret supérieur, une flèche, une relation, et parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc ensuite, on va utiliser le mot-clé match, du pattern matching. Je recherche un pattern dans le graphe. Qu'est-ce que c'est que ce pattern dans mon graphe de connaissances que je cherche? Eh bien, je cherche un gène. Voilà. Je vais pouvoir typer, c'est ce qu'on appelle des labels, les nœuds. Et puis, je vais dire, je voudrais que le SID du gène, ce soit ACO2. Voilà. Et je cherche un gène qui est relié d'une manière ou d'une autre, je pourrais le mettre dans n'importe quel sens, à donc un procédé biologique, ce qu'on appelle un pathway. Et puis ce pathway, comment je vais l'identifier? Ben, il s'appelle SARS-CoV-2 infection. Voilà. Donc je vais l'identifier par son nom. Voilà. Et puis, ben, je vais renvoyer mon gène et mon pathway. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Comment il s'appelle? SID ACE2. Allez. Et celui-là, name SARS-CoV-2 infection. Et le point pathway. On va faire comme ça. Ah. On doit être bridé en termes de nombre de SID, CO2. Ah, j'ai l'effet des mots. Bon, bah, je vais corriger ma requête et puis pendant ce temps, on peut peut-être prendre des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Eva et Pierre, est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, alors, on a une question. Toute la visualisation du graphe Covid est-elle faite dans Bloom? Comment sont réalisés les panneaux de sélection case auteur? Donc finalement, ces panneaux-là, ça c'est vraiment Yworks qui a réalisé ça. Donc ça fait partie de leur logiciel. Donc quand on va cliquer sur par exemple charger l'expression dans les tissus de ce gène-là, ça c'est vraiment le logiciel Yworks qui est une application JavaScript, hein, je pense. Donc voilà, j'espère que je réponds bien à la question. Voilà, je peux sélectionner tous ou seulement, et puis ensuite ça va. Voilà. Pour moi, hein, c'est simplement l'application Yworks. Il faudrait se renseigner plus auprès d'eux pour savoir quelle bibliothèque JavaScript ils utilisent. Mais voilà,
dans la représentation ici, dans l'affichage, il y a à la fois, on va dire, une icône et un texte pour pouvoir représenter un nœud ici, d'accord. Et puis différentes façons de visualiser les relations ici. Mais la bibliothèque en dessous, hein, on a bien Powered by Wi-Fi. Et puis, si vous renseignez un petit peu, voilà, il y a toutes les informations sur Wi-Fi qui est disponible comme une application de graphe dans le Neo4j Desktop. Donc, vous pouvez aussi le tester directement dans Neo4j. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en ai pas dans le chat ou dans la partie Q&A, donc je crois que c'était la seule question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut laisser quelques secondes au cas où. C'est marrant. Ah, peut-être que... Bon, a priori, non. Ah, quelque chose arrive? Non. Alors, on a un commentaire sur le mot JavaScript, mais on ne sait pas comment ça s'articule avec Bloom ou avec un autre outil de visualisation de Neo. Tout ce qui est JavaScript? Oui. Ok. Alors, ce qu'on peut dire, c'est, je vais revenir peut-être sur le slide de l'écosystème. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau de la couche de consommation, vous avez votre graphe de connaissances avec vos données connectées dans Neo4j. Maintenant, comment est-ce que vous allez exposer ça à une application? Donc, vous pouvez utiliser Bloom pour visualiser, explorer. Et puis, si vous voulez réaliser une application métier, donc l'architecture 3 tiers va consister en un front-end utilisant les librairies JavaScript dont vous avez besoin. D'accord. Le tiers 2, ça va être l'API GraphQL, donc votre API métier. Et vraiment, on peut développer une API GraphQL par-dessus Neo4j en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment la couche grande stack. Et donc le front-end, JavaScript, HTML5, d'accord. Le tiers 2, donc le serveur d'application GraphQL, et puis le tiers 3, la base de données Neo4j, dans laquelle il y a le graphe de connaissances. Très bien. Alors, je vais juste parler des ressources disponibles sur les graphes de connaissances. On a une nouvelle page sur les graphes de connaissances qui ressemble à ça. Voilà. Donc, neo4j.com/usecases/knowledge graph. Vous pouvez télécharger un livre blanc qui reprend vraiment toute l'explication que je vous ai servi ce matin. Autre chose, donc les vidéos sur l'avantage de la technologie des graphes, quelques case studies qui sont disponibles, même s'il y en a plein d'autres, notamment le cas d'usage de Meredith. Et puis des livres, donc les algorithmes de graphes, les bases graphes pour les nuls, la graph data science pour les nuls. Donc des excellents bouquins pour améliorer vos connaissances là-dessus. Et puis peut-être qu'on peut parler, Eva, des événements, des actualités. Donc en juillet, on a produit 2 vidéos sur notre canal YouTube en français. Donc parler à vos données connectées avec Neo4j et Prism.ai. Ça, c'est une vidéo qui montre comment on réalise un chatbot basé sur un graphe de connaissances en utilisant la plateforme Prism et une API GraphQL et Neo4j. Donc, c'est
finalement, dans tout ce que je vous ai dit, dans la consommation des données, on peut aussi consommer les données en langage naturel, en parlant. Voilà. Parler à vos données connectées. Et c'est pas si compliqué que ça à faire. Ensuite, une vidéo un peu plus ludique, l'analyse des données de tennis, de l'ATP, dans un graphe de connaissances. Voilà, explorer un petit peu tout ça quand on est passionné de sport comme moi. Aujourd'hui, donc notre webinaire, le 16 septembre, on va avoir un événement Between Two Notes avec Siu Shuso, je ne sais pas si je prononce bien, qui va être interviewé. Et puis, donc 28-29 septembre, on est présent à Big Data Paris. C'est un salon qui est à la fois qui est hybride. On sera présent sur place, mais notre atelier du 28 septembre, Machine Learning supervisé avec Neo4j, sera également diffusé sur la plateforme en ligne. Donc, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez aussi assister à cet atelier.